Cette rencontre internationale ambitionne de créer un cadre d'échange entre élus locaux, partenaires techniques et financiers afin de promouvoir le développement territorial. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront les deux seuls pays africains mis à l'honneur lors de cette édition. Une journée spéciale des collectivités territoriales africaines le 10 juillet à Paris. 2 pays sont mis à l'honneur cette année qui nous tiennent très à cœur et qui me tiennent très à cœur d'un point de vue aussi personnel. Ce sont le Sénégal où je suis et je suis ravie d'être là. Le but, c'est de promouvoir votre savoir-faire, vos projets et pour pouvoir vous mettre en présence de partenaires pour développer l'Afrique. À travers cette coopération décentralisée, les élus y voient une opportunité unique de promouvoir les potentialités de leur territoire tout en développant des partenariats fondés sur une logique de coopération mutuellement bénéfique. C'est en vérité des opportunités de collaboration, des opportunités de pouvoir promouvoir les potentialités ensemble, en tout cas dans un cadre gagnant-gagnant. Donc, entre les collectivités territoriales sénégalaises et les partenaires financiers et techniques européennes, n'est-ce pas? Je pense que c'est une grande opportunité, en tout cas cette journée. La coopération décentralisée qui relève des compétences transférées aux collectivités territoriales constitue un levier essentiel pour mobiliser des ressources, renforcer les capacités locales et accélérer le développement des territoires. Donc, évidemment, la coopération fait partie des compétences transférées, ce qui veut dire on peut profiter de la coopération, non seulement pour montrer le territoire, l'existence du territoire, les atouts du territoire, n'est-ce pas, et aller à la rencontre d'autres collectivités, d'autres acteurs, évidemment pour aussi promouvoir au niveau local des projets en tout cas qui ont un impact sur le quotidien et la vie des citoyens. À travers cette initiative, les collectivités sénégalaises espèrent renforcer leur visibilité à l'international et saisir de nouvelles opportunités de financement au service du développement local. Avec ce que l'agriculture et l'élevage occupent aujourd'hui au Sénégal, je n'ai pas besoin de rappeler les chiffres, on sait que ce que ça assure comme revenu, et ça couvre plus de 95% de ménages et qui dépendent de l'agriculture familiale, de l'élevage familial. Et ces acteurs sont des acteurs extrêmement importants et nous devons continuer à voir comment les appuyer avec les 900 000 ménages dont les 67% vivent en milieu rural. Derrière ces pourcentages, il y a des visages. Il y a le visage de ce vaillant paysan qui scrute le ciel dans quelques jours, ou parfois même c'est déjà fait, dans l'attente de la pluie. De cet éleveur qui parcourt des kilomètres pour préserver son cheptel. Et de ces braves femmes transformatrices qui valorisent les produits de nos terres et de nos cheptels. Cette importance capitale des systèmes agricoles et pastoraux se trouve aujourd'hui amplifiée dans le cadre de l'agenda national 2050. Au niveau de l'axe 1 dédié à une économie compétitive, notre ambition absolue est de bâtir un secteur agroalimentaire performant, durable et compétitif, moteur de la transformation économique et sociale de notre pays. Pour y parvenir, nous devons placer l'exploitant agricole et l'éleveur au cœur de toutes nos politiques publiques. Les enjeux sont énormes. C'est par rapport à la mise en place d'un nouveau programme, mais aussi un nouveau programme qui certainement sera conditionné par un certain nombre de paramètres par rapport à la dette du Sénégal, que le FMI trouve quand même très élevé. Maintenant, les enjeux encore, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ce taux d'endettement très élevé. Est-ce qu'on va passer à une structuration ou bien à un reprofilage? Mais quoi qu'il en soit, 2 points extrêmement importants, c'est par rapport à la mise en place d'un nouveau programme économique entre le Sénégal et le FMI,
mais aussi par rapport à la situation de la dette, est-ce que le Sénégal va finalement accepter de passer à la structuration ou bien au reprofilage, mais certainement les discussions vont certainement tourner, je pense bien, autour de ces différents points. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a besoin quand même de passer cette étape pour pouvoir disposer quand même d'instruments de financement au regard de la situation financière du pays. La justice n'a pas répondu à l'avocat de Ibrahim Mangom. Ce qui devait arriver arriva, il est mort. La justice sénégalaise ne peut pas continuer à se taire. Et ce n'est pas parce qu'Ibrahim Mangom était atteint de maladie mentale qu'il doit être assassiné une deuxième fois. Enfin, qu'il doit mourir une deuxième fois. Mourir une première fois par son suicide, qui était évitable. Mais mourir une seconde fois parce que, après sa mort évitable, son suicide évitable, on creuse un grand trou, on verse tout, on met dedans. Il s'est suicidé ou il a été suicidé? Ce n'est pas la même chose. Il s'est suicidé, ça veut dire que ce n'était pas évitable ou c'était difficilement évitable. La sécurité en prison. Voilà un premier point de l'affaire Ibrahim Mangom. Comment éviter que certains instruments ne soient vendus en prison? Dire tous ensemble, plus jamais ça. Parce que ce qui est arrivé à Ibrahim Mangom peut se reproduire si les mesures idoines et adéquates ne sont pas prises. Ce qui est arrivé à Ibrahim Mangom est peut-être arrivé à d'autres personnes, mais parce que ces cas n'avaient pas été bien traités, c'est arrivé à nouveau à Ibrahim Mangom. Si nous voulons que plus jamais cela n'arrive, il faut qu'un audit soit fait de la disparition de Ibrahim Mangom, qu'une enquête soit menée pour situer les responsabilités, mais situer les responsabilités surtout pour dire voilà ce qu'il ne faut plus faire, voilà ce qu'il faut empêcher, voilà ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus. Nous avons derrière nous la centrale à charbon de Sendou qui continue de polluer l'environnement dans la commune de Bargny, mais aussi on ne peut pas arrêter la pollution de l'environnement avec nos mains et on ne peut pas limiter les impacts de la centrale sur l'environnement. Donc raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Bargny pour le célébrer à notre manière, rappeler les autorités, rappeler les banques multilatérales de développement comme la Banque africaine de développement qui ont mis leur argent sur la construction de cette centrale-là. Donc nous leur rappelons qu'elles avaient des engagements envers les communautés, qu'elles avaient des engagements envers les femmes et ce n'est pas respecté. Puis nous, en tant que militantes de l'environnement, nous allons continuer de porter le plaidoyer, soutenir les femmes, les accompagner, les renforcer pour qu'elles-mêmes, en tant que communauté, en tant que femmes, qui a une relation très étroite avec l'environnement, de lutter ça. Et c'est un plaidoyer que nous portons auprès des autorités au niveau national, auprès des bailleurs comme la Banque africaine de développement, et on salue le retrait historique de FMO, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des engagements qu'elle avait pris en tant que banque. On continue de porter de plaidoyer pour qu'au moins FMO respecte les engagements qu'elles avaient pris, mais aussi inciter la Banque africaine de développement de se retirer de ce projet qui devient de plus en plus ennuyant, qui devient de plus en plus destructeur de l'environnement. À Niary Tally, l'ambiance était particulièrement animée, entre discussions et débats sur la composition du nouveau gouvernement. La priorité reste l'amélioration de la situation économique et les questions liées à l'environnement. C'est que la demande sociale est l'attente majeure en fait des Sénégalais. Pour être très simple. Et donc, pour atteindre cette demande sociale-là, il faut vraiment des réformes sur le plan économique, d'accord, qui permettent très simplement d'alléger le panier de la ménagère et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Je pense que c'est d'abord la demande sociale et aussi l'environnement, c'est-à-dire le cadre de vie et la propreté, et qu'il y ait des espaces verts et bien sûr des espaces de jeu pour les jeunes. Ensuite, qu'on passe à l'industrialisation et autre chose, quoi. Cet homme, lui, estime que le nouveau gouvernement doit avant tout assurer le suivi des actions entreprises par ses prédécesseurs. Avant de faire une quelconque proposition, il faut faire le suivi de ce qui s'est passé par rapport au gouvernement passé. Il y avait des choses qu'on avait annoncées et qui n'ont pas été effectives.
avant d'entamer autre chose, il faut régler d'abord ça, pour qu'au moins qu'on ait la certitude que ce qu'ils ont fait, le gouvernement passé, vous l'avez réglé, et la suite, si vous le dites, on peut croire à ça, mais si rien n'a été fait, les autres annonces aussi, on considère que ce sera la même chose. Cette dame appelle les nouvelles autorités à se mettre rapidement au travail et à réduire le prix des denrées alimentaires. Ceux qui ont été nouvellement élus doivent faire en sorte de bien travailler. Je pense également qu'ils doivent diminuer les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Le travail, rien que le travail. Des attentes diverses, mais un même souhait, voir le nouveau gouvernement apporter des solutions efficaces aux préoccupations des Sénégalais. Très attaché aux valeurs morales et aux enseignements des guides religieux, le président du mouvement Debout a mis en avant les chants religieux qui ont rythmé la cérémonie de présentation. Il explique l'immigration irrégulière par la raréfaction des ressources halieutiques. Nous sommes à Mbour-Tefes, l'un des meilleurs quartiers qui soit pour nous qui avons grandi avec l'abondance du poisson, la belle vie qui y régnait. Mais maintenant, ce qui est devenu ce fief est désolant. Avec la raréfaction des produits halieutiques étant l'une des causes majeures de l'immigration irrégulière. En tant qu'écrivain, nous avons dénoncé, exprimé notre désarroi face à ce phénomène dans notre quartier. L'enseignant écrivain qui dit prôner la paix s'engage à combattre l'injustice sous toutes ses formes. Dans un contexte politique et social chargé, avec de multiples remous nationaux, dès lors, le mouvement s'est engagé à fustiger, dénoncer, combattre l'injustice, promouvoir un bon comportement, œuvrer pour l'équité, la paix. Bref, ces qualités qui fondent le salut de toute nation hautement civilisée, développée. Nous, le mouvement Debout, bientôt Parti Debout, montrerons aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous sommes une sérieuse alternative salutaire pour que le Sénégal, enfin, connaisse de beaux jours, le rayonnement qu'il mérite. Il propose la mise en valeur du potentiel des jeunes ainsi que l'exploitation de la terre et de l'énergie solaire comme piste de développement. Plus de la moitié de notre population est jeune et pourtant, cet atout est loin de nous bénéficier. Nous envoyons nos jeunes maintenant en Europe. S'il y a un début de solution, nous ne parlons pas de solution, nous pensons que cela devrait commencer par l'exploitation de ces trois forces, soleil, terre, jeunesse. À travers le mouvement Debout, Mambala Mbaké ambitionne de promouvoir un développement fondé sur la justice sociale, la paix et la valorisation des ressources humaines et naturelles. 2007, création de l'université de Thiès. 2008, soit un an après, l'UFR Santé sort petit à petit terre aux manettes le professeur Mamadou Mour Talaka. Papa Ibrahima Samb est le premier recteur de l'université de Thiès. Comme on dit, moi je préfère toujours que les célébrations, les hommages, les témoignages soient faits du vivant des personnes. Des personnes qui méritent, on les célèbre vivants. Et c'est en cela que l'UFR Santé a fait aujourd'hui œuvre utile et utilisable en rendant à un grand homme, quelqu'un qui mérite tout, quelqu'un qui a été à l'initiative au début de cette UFR. L'unité de formation, de recherche en santé de Thiès a pu voir le jour grâce aux multiples sacrifices d'un visionnaire dévoué et humble. Parce que ce ne sont pas réellement les bâtiments. L'UFR est là, on est parti de rien du tout. On a pu créer des dispositifs, un environnement académique inattaquable. Qui nous a permis d'avoir, si vous voulez, d'avoir formé des praticiens, des spécialistes qui étaient là aujourd'hui. Et je peux vous dire que notre plus grande satisfaction, c'est de voir ces centaines de médecins
De 2008 à maintenant, l'UFR a beaucoup contribué au rayonnement de la santé au Sénégal et en Afrique. Ses produits se comptent au bout des doigts, selon l'actuel directeur. On a aussi des particularités, des hommes sachants qu'on appelle maïticiens. On a 3 licences professionnelles, 4 masters professionnels, 5 diplômes universitaires et 6 diplômes d'études spécialisées et qui interviennent au niveau des structures qui sont formées dans la caisse, qui travaillent dans la caisse et qui règlent les problèmes de population de la caisse, qui sont dans les 24 pays. Mamadou Mour Talaka est devenu médecin en 1986. Il a fait ses preuves à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le professeur a aussi enseigné pendant plus de 10 ans à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'homme a contribué à la formation de plusieurs médecins au Sénégal et ailleurs. C'est dans cette ambiance bon enfant que s'est déroulée la passation de service au ministère de la Jeunesse et des Sports. Hadi Gaye passe le témoin à Direy Koltil de Koli. Après 2 ans passés au département des Sports, le ministre sortant n'a pas manqué de lister son bilan. Nous avons doté le Sénégal d'une loi portant code du sport, ce que 40 années d'attente et de processus inachevés n'avaient pu accomplir. 2 années l'ont rendu réel. Que cette loi porte le nom de Hadi Gaye. Nous avons relancé le championnat scolaire par la mise en place. Nous avons aussi créé une fédération de lutte et sécurisé aussi surtout l'organisation des combats. Nous avons aussi lancé une première phase de réalisation de 25 infrastructures de proximité au niveau des communes que nous estimons être des communes très défavorisées et où il y a un désert sportif. Le nouveau ministre des Sports a décliné sa feuille de route qui s'inscrit dans la continuité en poursuivant les orientations du chef de l'État définies dans le plan national de transformation du Sénégal. Ma feuille de route, je vous l'ai dit, elle s'inscrit dans la continuité. Elle va également juste suivre les orientations du chef de l'État définies à travers le plan de transformation nationale. Je vais m'adresser à ces jeunes. Nous travaillerons d'arrache-pied sur la continuité pour améliorer les dispositifs de formation des jeunes, les dispositifs de création. Cette passation de service a été une occasion pour le ministre sortant de rappeler les avancées significatives enregistrées en sport. Le ministre entrant se fixe comme objectif de continuer la dynamique de son prédécesseur afin de faire rayonner le sport sénégalais.